À l'époque du Pléistocène, Homo sapiens, notre propre espèce, est arrivé pour la première fois en Europe. Ici, ils ont découvert un nouveau monde, caractérisé par de vastes plaines ouvertes, des forêts tempérées, des collines ondulantes et une toundra enneigée. C'était une frontière encore inexplorée par les humains modernes, et ces premiers hommes étaient les pionniers qui, un jour, mèneront à l'essor de la civilisation en Europe. Nous appelons certains d'entre eux les Cro-Magnons, nommés d'après 5 squelettes découverts en 1868 dans l'abri sous roche de Cro-Magnon en Dordogne en France. Mais un terme plus approprié serait les premiers humains modernes européens. Qui étaient exactement ces personnes ? Où et comment vivaient-ils ? Que leur est-il finalement arrivé pour qu'ils donnent naissance aux Européens modernes ? Dans cette vidéo, nous explorerons le Paléolithique pour répondre à ces questions et plus encore. Rejoignez-nous pour un voyage à travers le temps à la rencontre des Cro-Magnons, les premiers Européens, et découvrez ce qu'ils sont finalement devenus. Les humains modernes vivent en Europe depuis aussi longtemps que 56 800 ans. Cependant, ces premiers peuples venus d'Asie occidentale ne peuvent pas être considérés comme des Cro-Magnons. Leurs gènes ne correspondent pas à ceux observés chez les Européens modernes. Les Cro-Magnons sont ensuite arrivés en Europe il y a environ 37 000 ans, lorsque cette première vague de colons s'est soit déplacée, soit éteinte. Les Cro-Magnons allaient rester ici pour de bon, et leur lignée donnerait naissance aux Européens qui vivent ici aujourd'hui. C'était la période du Paléolithique supérieur, où des cultures riches s'établissaient d'autant partout dans le monde de l'âge de pierre. Les peuples Cro-Magnons allaient donc littéralement être à l'avant-garde de ces cultures en Europe, établissant une grande variété d'outils, d'art et de croyances spirituelles possibles. Les Cro-Magnons étaient, en termes d'apparence et de biologie, très similaires aux personnes modernes vivant aujourd'hui en Europe du Sud, en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord. Il y avait cependant quelques différences notables. Fait surprenant, leur cerveau était légèrement plus grand que celui des humains modernes, tout comme leurs dents. Physiquement, ils étaient plus forts et plus robustes que nous, bien équipés pour affronter les conditions difficiles du monde ancien. Leur peau était plus foncée que celle des Européens modernes, et leur visage était légèrement plus large, avec des arcades sourcilières plus proéminentes. Lorsque les hommes de Cro-Magnon sont arrivés en Europe, ils ont dû rencontrer Homo neanderthalensis, les Néandertaliens qui occupaient déjà l'Eurasie, sur une grande partie de la steppe à Mammouth et au-delà. Les Cro-Magnons semblent être plus nombreux que les Néandertaliens à cette époque, ce qui était probablement dû à leur taux de natalité élevé. En s'étendant à travers l'Europe, les hommes de Cro-Magnon sont devenus d'excellents chasseurs, exploitant la grande variété de ressources que ce nouveau continent avait à offrir grâce à des technologies et des méthodes de chasse innovantes. Donc, nous savons qui étaient ces premiers Européens, mais comment vivaient-ils ? Nous savons que les hommes de Cro-Magnon étant des chasseurs-cueilleurs, comme beaucoup de sociétés paléolithiques, et qu'ils chassaient une grande variété de proies pour compléter leur alimentation principalement végétale. Les premiers groupes de Cro-Magnons en Europe auraient ouvert la voie aux générations futures en explorant le paysage et en apprenant beaucoup sur les plantes et les animaux qui y vivaient. La viande que consommaient en ces premières centres communautés variait selon l'emplacement et la période de l'année, les chasseurs apprenant à se préparer aux migrations annuelles des animaux au fil des saisons. Les mammifères à sabots étaient couramment chassés, car ils étaient relativement faciles à abattre avec la technologie dont disposaient les Cro-Magnons. Les cerfs, comme le cerf élaphe et le renne, étaient chassés tout comme les chevaux sauvages, les bisons, les aurochs, les bouquetins et, occasionnellement, les mammouths laineux. Pour chasser les grands mammifères mentionnés, comme les oroches et les mammouths, les chasseurs Cro-Magnons poursuivaient leur proie jusqu'à un espace naturel confiné, comme le fond d'une vallée, le pied d'une falaise ou un ravin escarpé. Là, ils pouvaient donc bloquer les issues et peut-être avoir des chasseurs frappant les animaux avec des lances ou des pierres depuis le dessus. Chasser de cette manière permettait d'augmenter les chances de réaliser plusieurs prises, ce qui pouvait nourrir de façon fiable les communautés pendant les mois les plus difficiles. En plus de chasser les grands animaux avec des lances, les archéologues pensent que certaines communautés de Cro-Magnons étaient des pêcheurs expérimentés.
En utilisant des harpons rudimentaires en bois ou en os, les tribus installées sur les rives des rivières ou dans les régions côtières pouvaient obtenir un approvisionnement régulier en nourriture provenant de l'eau en harponnant ou en attrapant les poissons lorsqu'ils passaient à proximité. Les communautés qui chassaient d'eau Saint-Ambre de cette manière pouvaient également profiter des coquillages vivants sous les vagues, ainsi que chasser la viande des oiseaux aquatiques. Les Cro-Magnons avaient des régimes alimentaires très variés et complétaient de leur viande avec une grande variété de noix, de fruits et d'autres plantes sauvages qui poussaient en abondance à travers leur Europe natale. Ces personnes à cette d'Oretirón n'avaient pas encore développé de technologie agricole, ce qui signifiait qu'elles devaient l'en chercher leur nourriture, la récoltant dans les forêts au fil des saisons, là où elles poussaient. Toutes sortes de plantes sauvages étaient récoltées de cette manière, et nous savons que les communautés autour de la Méditerranée, par exemple, consommaient de grandes quantités de fruits, notamment des poires sauvages, des baies d'aubépine, des prunelles et des raisins. Les communautés de chasseurs-cueilleurs Cro-Magnons consommaient une grande variété de noix, y compris des glands et des amandes, et certains des terrètes et mangeaient des tubercules, notamment ceux des caltrops et des nénuphars. Ailleurs, les Cro-Magnons mangèrent des cerises, des mûres, des cynorrhodons, des pistaches et des sorbes. Des preuves suggèrent que les membres des tribus préparaient les plantes récoltées. Dans certains cas, elles pouvaient être bouillies ou fermentées pour modifier la saveur et la texture des aliments. Les Cro-Magnons étaient des habitants des grottes à travers l'Europe, et il existe de nombreuses preuves suggérant qu'ils gardèrent leurs grottes organisées. Certains sites montrent même des signes d'aménagement domestique. Certaines grottes semblent avoir été divisées en zones où les membres de la tribu pouvaient se rassembler, dormir, cuisiner, manger, dépecer leurs proies et se débarrasser des déchets issus de leur cuisine. Lorsque les chasseurs Cro-Magnons partaient pendant de longues périodes pour cueillir et chasser, ils construisaient des abris temporaires en bois et en peau, se protégeant ainsi du vent et de la neige des steppes. À travers l'Europe de l'Est, dans ce qui est aujourd'hui la Russie et l'Ukraine, les Cro-Magnons construisaient des huttes nettement plus avancées. Celles-ci pouvaient atteindre 12,5 mètres ou 41 pieds de diamètre et étaient généralement construites à partir d'os de mammouth. Les huttes les plus grandes pouvaient servir d'entrepôt pour les outils et la nourriture en surplus, ou bien être des habitations communes. L'idée d'une société matriarcale a été proposée pour la vie dans l'Europe ancienne, ce qui a probablement changé à l'aube de la civilisation lorsque l'agriculture et les établissements permanents sont devenus courants. Les figurines de Vénus, des sculptures artistiques représentant souvent des corps nus de femmes, ont été interprétées comme des représentations d'une déesse mère ou comme des preuves d'une religion matriarcale. Les femmes sont beaucoup plus fréquemment représentées dans l'art que les hommes dans l'Europe de Cro-Magnon. Mais étrangement, la plupart des sites funéraires découverts de cette époque représentent les tombes d'hommes. Certains archéologues ont soutenu que la société de Cro-Magnon n'était pas matriarcale, et qu'elle aurait même pu être une société patriarcale. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour l'affirmer avec certitude, mais avec de futures recherches et découvertes, nous pourrions être en mesure d'obtenir une vision précise de la vie quotidienne d'une personne de Cro-Magnon. Les statuettes de Vénus n'étaient en aucun cas les seules œuvres d'art laissées par les Cro-Magnons, et ils semblent avoir eu un large éventail de supports pour la création et l'expression. L'un des artefacts les plus courants des Cro-Magnons est la peinture rupestre, dont on trouve des preuves sur de nombreux sites en Europe. Les peintures étaient généralement réalisées à partir de charbon de bois et d'ocre, et représentaient une grande variété de sujets. Animaux, humains, hybrides homme-animal, motifs géométriques simples, ainsi que des figures perçues comme spirituelles ou mythologiques. Les peintures rupestres étaient généralement réalisées dans les parties les plus sombres des grottes, où il fallait du feu pour éclairer les parois. Avec une pierre plate comme palette et un roseau comme pinceau, des peintures détaillées ou pouvaient être réalisées pour indiquer les dangers du monde naturel, les croyances religieuses ou les idées partagées entre les peuples anciens. Dans certains endroits, des pochoirs étaient utilisés pour créer des empreintes de mains des membres de la tribu sur les parois des grottes, qui étaient ensuite délimitées à l'ocre rouge. On a découvert une grande variété de tailles d'empreintes de mains, ce qui suggère que des enfants comme des adultes ont participé à leur réalisation. Elles pouvaient avoir une signification spirituelle ou représenter une tradition créative pour les individus vivant dans une tribu particulière. Les sculptures Tisset Art étaient également courantes, et pas seulement les figurines de Vénus.
Sur des sites à travers l'Europe, on a retrouvé des sculptures représentant des animaux tels que des bisons, des mammouths, des lions, des chevaux, des rhinocéros et des oiseaux. Les hommes de Cro-Magnon ont apporté avec eux, en Europe, une série de progrès technologiques, dont le plus important est peut-être l'invention de la route commerciale. On ne sait pas exactement où a eu lieu la première route commerciale, mais il existe des preuves suggérant que les Européens de Cro-Magnon y ont participé, soit en apportant l'idée avec eux depuis l'Asie et l'Afrique, soit en développant les premières deux routes commerciales en Eurasie à leur arrivée. Des preuves de routes commerciales ont été découvertes sur plusieurs sites contenant des matériaux non natifs de cette région. Par exemple, une peinture rupestre de taureau réalisée par un Cro-Magnon dans la spectaculaire grotte de Lascaux en France a été en partie réalisée avec de la haussmannite, un minéral de manganèse qui n'est disponible qu'à 260 km de là, dans la région des Pyrénées. Ce matériau a peut-être été échangé avec une tribu voisine contre certains biens de la communauté de Lascaux. Une autre innovation utilisée par les Cro-Magnons était la domestication des animaux, en particulier celle du chien. Les preuves suggèrent que la domestication du chien a nécessité de nombreux essais et erreurs, et qu'elle a peut-être eu lieu à plusieurs endroits différents avec diverses communautés de loups. Les plus anciens restes de chiens, vieux d'environ 33 000 ans, ont été découverts en Sibérie. Indiquent que les Cro-Magnons entretenaient une relation avec les loups locaux qui étaient presque symbiotiques. Contrairement aux loups, ces animaux domestiqués avaient un museau plus court et une boîte crânienne plus large, et ils seraient devenus domestiqués lorsque les loups ont commencé à patrouiller autour des camps humains pour ramasser les restes de nourriture. Avec le temps, la relation entre l'homme et le chien se serait approfondie, et les chiens ont été élevés pour la chasse. Plus tard, les chiens ont peut-être été utilisés à des fins de transport, aidant peut-être à déplacer des objets d'un endroit à un autre. D'autres servaient d'animaux de garde, défendant les campements contre des bandes de pillards ou des animaux sauvages dangereux. En plus de toutes ces avancées culturelles et technologiques, les Cro-Magnons de l'Europe ancienne pouvaient avoir un côté plus sombre dans leurs pratiques, le cannibalisme. Pendant l'époque du Pléistocène, les humains pouvaient voyager à travers le Doggerland, un pont terrestre aujourd'hui submergé qui reliait les îles britanniques au continent européen. Les humains qui se sont installés en Grande-Bretagne ont fini par développer leurs propres pratiques culturelles et traditions, et les premières preuves de cannibalisme rituel proviennent de la grotte de Gouf, dans ce qui est aujourd'hui le Somerset, en Angleterre. Cette preuve se présente sous la forme d'une série de sinistres coupes à boire fabriquées à partir du crâne de têtes humaines. Des incisions étaient pratiquées le long de la ligne médiane d'un crâne pour scalper efficacement la victime sacrificielle avant que des gravures, interprétées comme des motifs rituels, ne soient déréalisées dans l'os. Il a ensuite été supposé que le crâne servait à boire du sang humain ou une autre concoction spirituelle, peut-être en guise de sacrifice ou de rite pour apaiser des figures spirituelles ou des dieux. Il reste encore beaucoup à découvrir sur ces pratiques, et les archéologues ne peuvent pas affirmer avec certitude ce qui s'est réellement passé. Il est difficile de discerner les croyances religieuses d'une communauté qui précède l'histoire écrite, et une grande partie de ce que l'on sait sur la religion de l'Europe ancienne a été déduite à partir de l'art et de sites archéologiques qui ont eu la chance de conserver quelques traces de preuves. L'un des plus grands indices de la spiritualité ou de la religion des Cro-Magnons se présente sous la forme des peintures rupestres mentionnées précédemment, en particulier les figures hybrides homme-animal peintes sur les parois des grottes européennes au Paléolithique. Sur les parois de la célèbre grotte Chauvet en France, qui abrite sans doute la meilleure collection de peintures rupestres européennes, on trouve la représentation d'une figure avec le haut du corps d'un bison et le bas du corps d'un humain. Cela pourrait être la preuve que les communautés Cro-Magnons d'Europe pratiquaient le chamanisme, un système de croyances spirituelles qui inclut des mythologies où les humains se transforment en animaux, et inversement. Si ce n'est pas le chamanisme, il est clair qu'une forme de spiritualité était pratiquée par ces peuples anciens, comme en témoignent les sépultures accompagnées d'offrandes funéraires. Les offrandes funéraires étaient des objets enterrés avec les défunts qu'ils pouvaient emporter avec eux dans l'au-delà. Cela implique une croyance en la vie après la mort, et les hommes de Cro-Magnon étaient enterrés avec une grande variété d'offrandes funéraires.
de l'ocre rouge, des perles et des pendentifs, des dents d'animaux, des figurines et des armes étaient enterrés dans les tombes avec les restes des personnes sur des sites à travers l'Europe. Certains individus étaient enterrés ensemble, et la grande quantité d'offrandes funéraires déposées avec les corps suggère que les préparatifs des rites funéraires étaient en fait bien avant que les individus ne soient réellement enterrés. Les rites funéraires de Cro-Magnon pourraient à Nantes même nous donner un aperçu de la structure sociale que nous avons mentionnée plus tôt dans la vidéo. Ces peuples anciens avaient peut-être compris le concept de statut social et pouvaient avoir enterré ceux qui étaient vénérés ou distingués dans la société avec plus d'offrandes funéraires que les autres. De telles funérailles étaient peut-être des pratiques élaborées, avec divers rituels et coutumes qui ont depuis été perdus dans le vide du temps préhistorique. Certaines études archéologiques ont suggéré que ceux qui naissaient avec des handicaps ou des troubles à la naissance pouvaient avoir été bien pris en charge et honorés lors de leur mort. Environ un tiers des sépultures de Cro-Magnon révèlent des individus atteints de troubles congénitaux, et il existe même certaines suggestions selon lesquelles des sacrifices humains auraient pu être pratiqués en l'honneur de ceux qui présentaient de tels troubles. Des preuves supplémentaires de spiritualité peuvent être trouvées dans l'utilisation potentielle de l'art corporel chez les Cro-Magnons. Les figures humaines et animales dans les peintures et les sculptures montrent souvent des traces de tatouages, avec des motifs abstraits et des couleurs utilisées pour décorer des parties du corps. Des aiguilles à double pointe ont également été découvertes sur certains sites en France, comme ceux près de la commune de Le Mastasil, qui auraient pu servir à tatouer les membres de la tribu eux-mêmes. Cela pouvait être une pratique spirituelle ou religieuse. Cela aurait pu aider ces peuples anciens à se rapprocher de leurs dieux et de leur mythologie. Mais davantage de recherches sont nécessaires pour déterminer la signification exacte de ces motifs. Les hommes de Cro-Magnon se décoraient également avec de la peinture d'ocre rouge vif, qui dans certains cas était échangée sur de longues distances avec des tribus voisines. L'ocre rouge est spécifiquement associé qu'aux sépultures, et la peinture pouvait être appliquée comme pratique funéraire pour les défunts et leurs proches en deuil, alors qu'ils se préparaient à traverser les royaumes des vivants et des morts. Si vous êtes un Européen moderne, il y a de fortes chances que vous ayez de l'acide désoxyribonucléique de Cro-Magnon en vous aujourd'hui. Il est facile de considérer le passé lointain comme une époque oubliée, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité. Chaque Européen, de l'Islande à la Roumanie et de la Finlande à Chypre, peut retracer sa lignée jusqu'aux Cro-Magnons qui se sont installés pour la première fois en Europe il y a plus de 30 000 ans. Ces personnes n'ont pas disparu ni ne se sont éteintes, elles ont simplement été absorbées dans le génome humain moderne et des preuves directes de leur existence sont visibles dans les séquences d'acide désoxyribonucléique. Les Cro-Magnons ont été absorbés dans le génome humain moderne il y a environ 10 000 ans, au moment où l'Europe commençait à sortir de l'ère glaciaire. Cela a coïncidé avec l'avènement du Mésolithique, ou âge de la pierre moyen, une période qui a fait le lien entre le Paléolithique et le Néolithique. Les derniers véritables Cro-Magnons auraient vécu dans un monde où les établissements semi-permanents devenaient ensemble de plus en plus courants. Ils se seraient habitués à de nouveaux outils, taillés de façon géométrique à partir de pierres aiguisées, et certains auraient peut-être vu les tout derniers mammouths laineux d'Europe continentale alors qu'ils disparaissaient lentement. Les descendants des peuples Cro-Magnons allaient donc rester en Europe pendant des milliers d'années, où ils auraient le temps de développer de nouvelles technologies, d'accueillir les migrations de populations venues d'Asie occidentale pour apporter de nouvelles idées, et finalement d'adopter l'agriculture. L'agriculture est apparue pour la première fois en Europe, en Grèce, dès 7000 ans avant notre ère, et il s'agissait probablement d'une technologie venue du croissant fertile où les civilisations anciennes ont commencé à prospérer. Avec l'arrivée des technologies agricoles en Europe, les descendants des Cro-Magnons, qui avaient d'abord conquis le continent, pouvaient cultiver et récolter leur propre nourriture, sans avoir à dépendre constamment de la chasse et de la cueillette pour se nourrir. Les cultures de Cro-Magnon comptent pour être parmi les communautés paléolithiques, cette sont les mieux comprises du monde ancien, et beaucoup de choses en tête ont été découvertes sur leur vie et leurs pratiques grâce à l'avènement ensemble des méthodes archéologiques modernes. Cependant, il reste encore beaucoup à apprendre sur ces premiers Européens et sur la façon dont leur mode de vie a influencé les générations suivantes.
Au fur et à mesure que l'on découvre plus de sépultures, sites archéologiques, grottes abandonnées et outils en pierre, les scientifiques pourraient non mieux interpréter la société de Cro-Magnon et son impact sur l'avenir de l'Europe.